Bonjour et bienvenue dans cette seconde séquence de notre MOOC sur le vieillissement normal et pathologique. Aujourd'hui, nous allons parler des représentations sociales. Alors, quel est l'intérêt de parler des représentations sociales dans un MOOC sur le vieillissement normal et pathologique? Eh bien, c'est la base, c'est le socle. C'est une base que l'on doit reconnaître parce qu'elle est souvent inconsciente. C'est une base que l'on doit pouvoir modifier au moins en partie. Pourquoi? Parce que les représentations sociales que nous allons définir dans quelques instants vont agir sur nos attitudes, sur nos prises de décision quant à nos relations avec les personnes âgées en général et avec les personnes qui ont des troubles cognitifs en particulier. Alors c'est quoi une représentation sociale? Une représentation sociale, c'est une construction mentale qui est faite de mots, d'images, d'idées que nous partageons avec d'autres. Et cette représentation sociale que nous partageons avec d'autres va nous permettre de nous adapter à notre environnement et d'adapter nos décisions et nos attitudes face à l'événement. Alors bien sûr, il y a une grande importance de la culture, de notre éducation, de nos croyances, des médias que nous lisons, que nous regardons, qui vont avoir un rôle à jouer dans ces représentations sociales que nous allons construire en groupe et individuellement. On reconnaît trois fonctions à la représentation sociale. Une fonction de savoir, donc connaître un sujet, connaître un événement, un objet particulier, savoir de quoi il retourne. Une fonction identitaire qui est d'appartenance à un groupe. On partage les mêmes représentations sociales, la même compréhension d'un événement et une fonction d'orientation et de justification de nos pratiques. Si nous considérons qu'un sujet est négatif, nous allons plutôt entrer en résistance et avoir des attitudes agressives. Si nous considérons qu'un sujet est bénéfique, qu'un événement est plutôt positif, nous allons avoir des représentations et des attitudes plus positives. Une représentation sociale, c'est un peu comme un atome. Il y a un noyau dur qui est très solide, qui n'est pas modifiable facilement. On peut prendre comme exemple les droits de l'homme. Les droits de l'homme, pour nous, c'est un sujet qui est solide et que l'on ne va pas modifier facilement. Sinon, on va entrer en résistance, sinon on va devenir agressif. Par contre, tout autour de ce noyau, on peut avoir des éléments accessoires qui, eux, vont pouvoir être négociables, qu'on va pouvoir un petit peu modifier. Prenons un exemple simple de représentation sociale, le cas d'un policier. Vous croisez un ou plusieurs policiers dans la rue, ils sont en uniforme, avec leur képi, leur bâton, leur revolver, leurs menottes, etc. Vous ne vous dites pas dans un premier temps, tiens, cet homme fait de la musculation. Si vous êtes en voiture, vous allez regarder votre compteur de vitesse immédiatement. Si vous êtes à pied, vous allez vous demander pourquoi des policiers à cet endroit-là, et ça va enclencher des représentations sociales spécifiques d'anxiété en quelque sorte par rapport aux policiers. Donc c'est ça une représentation sociale. Alors les représentations sociales, elles vont engendrer ce qu'on appelle des stéréotypes et des préjugés. C'est quoi un stéréotype? C'est une espèce de généralisation abusive, c'est-à-dire qu'on met un peu tout le monde dans le même sac dès l'instant où des traits simples sont remarqués. Par exemple, tous les Belges mangent des frites, tous les Allemands sont disciplinés. Les femmes ne savent pas lire une carte routière, les hommes sont monotaches ou encore les personnes âgées ont des troubles de l'audition. Ça, ce sont des stéréotypes. Le préjugé, c'est une attitude généralement discriminante que l'on a sur la base d'un stéréotype. Par exemple, ce jeune n'a pas l'expérience pour ce poste, donc je ne vais pas l'embaucher. Ou encore, cette personne âgée a des troubles cognitifs, donc ça ne sert à rien de lui expliquer, de perdre mon temps à lui expliquer ce que je vais faire. Ensuite, nous avons l'agisme et le jeunisme. Ce sont des stéréotypes, des préjugés qui sont basés sur l'âge de la personne, et ça, nous y reviendrons par la suite. Voyons quelques autres exemples de représentation sociale. Par exemple, la politesse à table. Si nous sommes invités pour déjeuner le dimanche dans la belle famille et que soudainement nous nous mettons à rôter après le repas, il y a peu de chances que ce soit apprécié par nos hôtes et par notre conjoint. Alors que dans d'autres pays, le fait de rôter après le repas
C'est très apprécié parce que ça signifie qu'on aime la convivialité et que les mets ont été savoureux. Autre exemple alimentaire, il n'est pas très bien perçu ici en Occident de faire du bruit lorsque l'on mange. Par contre, au Japon, faire du bruit en mangeant sa soupe de nouilles, ça signifie que nous apprécions sans modération cette soupe. Voyons d'autres exemples de représentation sociale, le statut de l'homme et de la femme. En Occident, ce n'est que depuis les années 60 que ce statut a évolué, avec le droit de vote, etc. Et on progresse, timidement, mais franchement, vers une égalité homme-femme. Or, les autres pays du monde ne suivent pas tout à fait ce même rythme. On peut reconnaître dans certains pays, comme l'Inde par exemple, un rôle de la femme qui est beaucoup plus sous la domination de l'homme. Venons-en aux représentations sociales des maladies. Nous allons voir qu'elles influencent la prise en charge. Dans les années 70-80, le cancer était associé directement à la mort. C'était un fléau qu'on évitait de voir, qu'on redoutait d'avoir, et les équipes soignantes étaient confrontées à une impuissance par rapport à ce type de patient. Dans les années 80-90, ça a commencé à évoluer. Des cancers sont devenus curables et les équipes soignantes se sont mises à travailler sur des solutions palliatives. À partir des années 2000-2010, on sait qu'une certaine partie des cancers peuvent être curables et même évitables. En 2017, on sait que 40% des cancers peuvent être évitables. Les représentations sociales du cancer ont donc évolué et sont devenues plus positives pour les patients comme pour les équipes soignantes en ce qui concerne le cancer. Maintenant, abordons les représentations sociales du vieillissement. Nous l'avons vu, la représentation sociale est dépendante du contexte et de la culture, et le vieillissement n'y échappe pas. On ne conçoit pas le vieillissement de la même manière hier et aujourd'hui, et pas davantage de la même manière en Occident que dans certaines sociétés traditionnelles. Nous ne sommes d'ailleurs pas un bon exemple, car effectivement nos représentations sociales du vieillissement sont très liées à la dégradation. Cicéron disait d'ailleurs, un siècle avant Jésus-Christ, qu'il fallait lutter contre le vieillissement comme on lutte contre une maladie. Et dans notre société très médicalisée, société occidentale, on en est resté là. Il faut lutter contre le vieillissement comme on lutte contre une maladie. En Asie, par contre, on voit le vieillissement d'une manière tout à fait différente. Grâce à la philosophie de Confucius, le vieillissement est vu d'une manière beaucoup plus positive. Les Asiatiques sont beaucoup plus respectueuses face aux personnes âgées qui ont une place beaucoup plus importante dans la société. D'ailleurs, on pense en Afrique qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Approfondissons à présent les représentations sociales du vieillissement en Occident. Quelques citations très éloquentes sur les représentations sociales du vieillissement. Balzac disait « Le monde a horreur de la vieillesse et de la pauvreté ». Chateaubriand disait « En ce temps-là, le vieillissement était une dignité, aujourd'hui, elle est une charge ». Et plus près de nous, en 1962, le rapport Larocque dit « Le vieillissement est devenu une charge pour la population active ». On voit que les représentations sociales du vieillissement en Occident évoluent très lentement. Nous avons vu que la culture avait un rôle de construction de la représentation sociale du vieillissement. Les médias également en Occident ont un rôle très important de construction des représentations sociales. En effet, les personnes qui regardent le plus la télévision, paradoxalement, sont les personnes âgées, qui ont plus de 65 ans. Et ce sont ces personnes qui apparaissent le moins à la télévision. Selon les études, entre 6 et 10% des acteurs ou des figurants ont plus de 60 ans. Plus les acteurs avancent en âge et moins on les voit dans les rôles principaux. Surtout en ce qui concerne les femmes. Les femmes qu'on verra plutôt lorsqu'elles sont âgées dans des rôles excentriques, dans des rôles marginaux, tandis que les hommes auront quand même le droit à des rôles de séducteurs ou des rôles paternalistes. Dans les médias, on va avoir deux cas de figure. Des images vendables avec un certain déni relatif des côtés négatifs du vieillissement, donc des corps immuables, un peu le modèle californien, avec sans rides, sans rien qui trahisse le vieillissement. Et d'un autre côté, des images catastrophiques avec des personnes âgées, en perte d'autonomie,
en fauteuil roulant, etc. Avec ce côté vendable et ce côté modèle californien, notre société est en route vers une société post-mortelle où on pourra repousser la mort, où on pourra en quelque sorte vivre sans vieillir. Revenons-en à l'agisme et au jeunisme. Nous avions vu que les représentations sociales entraînaient l'agisme et le jeunisme. L'agisme qui est donc une discrimination sur critères d'âge et le jeunisme qui est cette capacité à essayer de repousser le vieillissement le plus loin possible via la chirurgie esthétique, via les crèmes, via tous les moyens culturels possibles. Deux expérimentations sont intéressantes pour comprendre l'agisme et le jeunisme. D'abord, l'expérimentation d'Abrams en 2008. Abrams a pris deux groupes d'une cinquantaine de personnes âgées plus ou moins de 70 ans. Dans chacun de ces groupes, il a demandé que des tests soient réalisés, des tests mathématiques et des échelles, des questionnaires sur l'anxiété. Mais les consignes différaient d'un groupe à l'autre. Dans le premier groupe, on leur a dit, donc un groupe de personnes âgées, on leur a dit qu'il était normal que leur fonction décline avec l'âge et que leurs résultats allaient peut-être s'en ressentir. Dans le deuxième groupe, on leur a simplement dit qu'ils passaient ces tests pour voir comment ils se différenciaient les uns des autres. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le premier groupe, dans lequel on avait activé les stéréotypes négatifs du vieillissement, avait les plus mauvais résultats. Notre deuxième expérimentation est une expérimentation qui a été faite par les scientifiques Avron et Langer en 1982. Ces auteurs ont pris trois groupes de personnes âgées qui avaient pour tâche de réaliser des puzzles d'une dizaine de pièces. Ces trois groupes n'étaient pas exactement dans la même situation. Le premier groupe, chacune des personnes qui réalisaient les puzzles était aidée par une tierce personne qui mettait les pièces avec elle pour réaliser les puzzles. Dans le deuxième groupe, les personnes âgées étaient aidées par une personne qui les aidait uniquement verbalement, qui les encourageait. Et le troisième groupe, les personnes âgées étaient tout seuls face à leur puzzle. Ce que Avron et Langer ont remarqué, c'est que le premier groupe, ceux qui étaient aidés par une personne qui les aidait physiquement, ont été les plus mauvais. Car au bout d'un certain temps, quand on fait à notre place, on finit par se détacher de l'action à réaliser. Le deuxième groupe a été le plus performant parce qu'on les a encouragés. Et le troisième groupe, ils ont été entre les deux, ils se sont, disons, un peu démotivés. Cette expérimentation a permis de montrer ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou la grabatisation acquise, ne pas faire à la place de la personne. Pour conclure cette séquence, l'importance de réfléchir et de modifier nos représentations sociales pour qu'elles soient plus positives et opérationnelles. Une représentation sociale, c'est une affaire de croyance, de contexte, mais c'est aussi une affaire de choix. Nous avons le choix de pouvoir la modifier, de manière à ce que cette représentation devienne plus positive à la fois pour nous en tant que soignants, mais aussi pour la personne malade. On peut adopter la représentation dominante à l'heure actuelle, qui est que la maladie d'Alzheimer, par exemple, pour en venir à cette maladie du vieillissement, que la maladie d'Alzheimer est un état déficitaire, avec des troubles cognitifs, avec une perte d'autonomie, avec une déchéance, bref, un état misérable à la fois sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan médical, avec une charge de travail de plus en plus lourde pour les équipes soignantes, surtout si elles font tout à la place de la personne malade et qu'elles considèrent que cette personne n'a plus toute sa tête. Mais on peut faire le choix aussi d'une représentation sociale plus positive de la maladie d'Alzheimer, une représentation sociale qui a été adoptée d'ailleurs par un bon nombre de professionnels qui travaillent au quotidien avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans des unités spécifiques. Dans cette représentation sociale, on peut considérer que le malade, la personne atteinte de troubles cognitifs, a un handicap cognitif, a une altération de certaines formes de la mémoire, mais qu'elle est toujours capable d'entrer en activité, d'entrer en relation avec autrui et qu'elle a d'autres fonctions cognitives qui marchent encore très très bien. Dans cette représentation sociale, il est nécessaire de mettre en place un accompagnement adapté et dans cet accompagnement adapté, la personne a un rôle qui a plus de sens et elle peut tout à fait vivre des moments qui valent encore la peine d'être vécus.
Alors à votre avis, laquelle de ces deux représentations sociales est la plus importante, la plus intéressante et la plus bénéfique pour vous, comme pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? L'image de la maladie reste sombre, il ne faut pas se le cacher, ça reste toujours une maladie taboue et honteuse. Néanmoins, il me semble important d'insister sur des dernières évolutions qui se révèlent plus positives. D'abord, il me semble que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées se banalisent, deviennent un véritable bruit de fond, notamment pour le grand public, qui ne peut pas passer à côté, notamment à travers les films, les séries, les chansons, les pièces de théâtre, etc. Et je dirais que les médias traitent de manière un peu plus sophistiquée maintenant la maladie d'Alzheimer, qui est reconnue comme véritablement complexe. On sait qu'on ne sait pas grand-chose et finalement il y a beaucoup moins de triomphalisme médical qu'auparavant. Dans le domaine d'ailleurs, ça me semble être un véritable questionnement. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Comment communiquer de manière respectueuse sur les personnes malades et les aidants, sur la maladie d'Alzheimer? Du coup, il ne faut ni tomber dans l'angélisme, ni tomber dans une certaine forme de misérabilisme. Donc finalement, il y a un certain juste milieu finalement à trouver, notamment par rapport aux associations de familles de malades. Et je dirais que la solution pour tous ces acteurs, finalement, c'est de coller au plus près de la réalité. C'est sans doute pour cela qu'on voit maintenant des personnes malades qui s'expriment, notamment dans les campagnes de communication. Par exemple, au Royaume-Uni, en Australie, elles interviennent directement. Je dirais que c'est véritablement donc, le changement fondamental de la décennie, finalement, c'est la prise de parole des personnes malades dans l'espace public. Elle montre combien il est possible de vivre et de vivre bien même avec une démence. Il y a cette idée finalement de continuer à vivre une vie normale, de ne pas se désengager comme on pourrait le penser finalement, de ne pas se retirer de la vie active, de ses activités culturelles, sociales, etc. Mais au contraire finalement de maintenir ces activités qui ont du sens pour elles. Et ça me semble véritablement une tendance de fond. Maintenant, effectivement, tout dépend aussi, on va nuancer notre propos pour ne pas être accusé là non plus d'angélisme, tout dépend effectivement de l'âge de la personne ainsi que de son stade au niveau de la maladie. Les personnes malades revendiquent notamment un langage beaucoup plus inclusif, en tout cas moins offensant, notamment elles souhaitent l'arrêt du terme, l'usage du terme de démence. Elles s'entraident aussi, elles publient des guides sur par exemple comment bien voyager, elles publient des films, elles utilisent des nouveaux canaux de communication, par exemple Twitter ou Skype, pour s'entraider. On parle maintenant de pairs aidants, et ça c'est quelque chose de fort. Elles créent également des associations de personnes malades, et je dirais même que ça va jusqu'à une forme d'activisme qui est revendiqué, notamment un accès à une citoyenneté pleine et entière, à une réhabilitation également, un véritable accompagnement. Et ça, je dirais que c'est véritablement nouveau. Cet appel finalement à une société inclusive, à une sorte de vivre ensemble qui requiert l'adaptation, les adaptations de la société. Et c'est pour cela que finalement, elles font appel à ce qu'on appelle une société dementia friendly, qui est également une nouvelle tendance qui date d'il y a quelques années. Cet appel donc à une société bienveillante, accueillante, amie finalement des personnes malades et de leurs proches. Et on voit finalement que la démence deviendrait ici l'affaire de tous, c'est-à-dire une responsabilité un petit peu collective à toutes les échelles, hein, que ce soit à partir du quartier jusqu'à l'échelle la plus internationale, que tous les acteurs de la société civile se mobilisent, que ce soit des lieux de transport, des lieux de travail par exemple comme les entreprises, les commerçants, les lieux culturels et le grand public. Donc ça requiert finalement l'adaptation des lieux, qu'on ait des environnements un peu plus soutenants, des logos, des labels se développent autour de ça, des formations également. Finalement, les représentations sociales s'avèrent au cœur de ce mouvement Dementia Friendly parce qu'il y a un appel à une véritable sensibilisation du grand public, à une conscientisation de la population qui passe évidemment par des campagnes de communication,
par éviter la stigmatisation, l'isolement. Et il y a aussi accroître la compréhension, lutter contre les idées reçues. Donc il y a aussi une forme, ça va jusqu'à une forme finalement de pédagogie, voire d'éducation un petit peu thérapeutique de la population. Il y a même également l'idée finalement de former une nouvelle génération. Donc ça s'adresse également aux jeunes écoliers, aux collégiens, cette idée que finalement les personnes malades vont aller dans les écoles à la rencontre des plus jeunes pour essayer finalement de former en quelque sorte une génération qui n'aura plus peur de la démence et pour lever un petit peu le tabou dans les années à venir. Les représentations sociales évoluent en permanence. Notamment parce que les politiques publiques forgent également en continu les représentations sociales. On le voit notamment grâce au plan maladie neurodégénérative récemment. Il y a aussi les personnes malades qui contribuent et contribueront. Donc on passe aussi à une vision beaucoup moins déficitaire et beaucoup plus capacitaire de ces personnes malades. Donc on voit combien elles sont capables. Et du coup, je pense vraiment que dans les années à venir, la société, plutôt que d'être seulement dementia friendly, c'est-à-dire amie de la démence, deviendra beaucoup plus accueillante pour toutes sortes de catégories de personnes, que ce soit des personnes malades, que ce soit les personnes âgées bien sûr, que ce soit les personnes handicapées. On va vers des mouvements beaucoup plus inclusifs par la pression de ces personnes malades qui revendiquent finalement une place à part entière. Et tous ces mouvements se révèlent pour l'instant beaucoup au plan international. Et c'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas autant conscience de ces mouvements, mais dans 10-15 ans, effectivement, on en sera là. Donc les choses avancent lentement, mais sûrement en termes de représentation, c'est souvent le cas.